Merci beaucoup et merci aux organisateurs de me donner cette opportunité à travers la question qu'ils m'ont demandé de traiter, finalement, effectivement, de faire le bilan un peu de 15 activités à la tête de l'Observatoire qui a mis en place un système de surveillance pérenne qui peut ainsi délivrer des diagnostics que j'espère pouvoir partager avec vous et ce serait bien de pouvoir partager avec tous les gens acteurs des politiques publiques. Donc la question à traiter, c'est bilan de 15 ans de réduction des risques liés aux usages de drogue en France et recommandations de l'expertise collective de l'INSERM que je vais vous présenter. Donc très rapidement, vu le temps imparti, ça sera forcément très schématique et assez réducteur. Je m'en excuse d'avance. Je vais traiter les grandes tendances en matière d'usage de drogue en France en 3 diapos, les dispositifs de soins et de réduction des risques, l'état des lieux au jour d'aujourd'hui, ou du moins quand on l'a fait au niveau de l'expertise collective de l'INSERM, donc ce sont plutôt un état des lieux qui date, disons, des années 2007-2008, et puis les tendances d'évolution au cours des 15 dernières années des risques et dommages sanitaires liés à l'usage de drogue en France, avant de passer à, puisque c'est sur ce constat que s'est basée l'expertise collective de l'INSERM pour faire des recommandations. Pas dans le bon sens. Alors, les usages de drogue en population générale, une seule diapo. Donc, vous avez ici l'évolution de l'expérimentation, c'est-à-dire l'usage au cours de la vie des principales drogues en France, donc sur un échantillon représentatif de Français âgés de 18 à 64 ans, le groupe d'âge standard européen. Donc vous pouvez voir à travers ce graphique en matière de tendance que l'usage de drogue se porte bien, avec des tendances à la hausse pour tous les produits. Et je voudrais attirer votre attention notamment sur les produits plus rares, ce qui cause le plus de difficultés, de problèmes, à savoir notamment les augmentations fortes, notamment ces dernières années, des expérimentations, sur un autre graphique j'aurais pu aussi le documenter, également des usages de cocaïne, mais également d'héroïne. On centre la focale sur les toxicomanes ou usagers problématiques de drogue, un indicateur dont on pourrait parler toute la matinée, qui est l'indicateur clé européen, donc standard européen, qui s'appelle l'usage problématique de drogue, défini comme un usage à long terme d'opiacés, de stimulants et d'hallucinogènes ou d'usage par la voie intraveineuse. Les différentes méthodes préconisées par l'Observatoire européen appliquées en France donnent une fourchette d'estimation de 210 à 250 000 usagers problématiques de drogue en France. Parmi ces 230 000 estimations centrales, il y aurait environ 80 000 usagers actifs de la voie intraveineuse. Ces données, si on le rapporte à la population et qu'on le compare avec les autres pays européens, vous le voyez avec la flèche rouge, positionne la France dans une prévalence moyenne dans le cadre européen. Quelles sont les évolutions marquantes des dernières années sur les populations et les produits? Très schématiquement, des populations, tout d'abord une population d'usagers problématiques de drogue anciennes et vieillissantes, de polytoxicomanes avec des comorbidités psychiatriques importantes et aussi fortes caractéristiques de précarité sociale. À côté de cette population ancienne, l'émergence de nouveaux publics, notamment des migrants, de jeunes errants précaires et de développement aussi d'usagers de drogue en zone non plus urbaine, mais aussi périurbaine et rurale. En termes de produits, les évolutions marquantes des dernières années, c'est la continuation de la polyconsommation, la place de plus en plus importante des stimulants et de la cocaïne, et le retour, après des fluctuations, un certain retour aussi à la consommation d'héroïne, notamment chez des jeunes par voie sniffée, mais sur ces dernières années, c'était sans doute une des tendances marquantes. Le développement de l'usage des drogues de synthèse et des médicaments détournés. J'en viens sur la deuxième partie du diagnostic qui est l'état des lieux du dispositif de soins tel qu'il a pu être dressé donc en 2010.
En vous rappelant donc les dates clés de la mise en œuvre de la réduction des risques en France, pour voir donc le bilan que je vous propose va porter sur la deuxième partie, c'est-à-dire à partir de l'année 95. Donc première étape dans les années 80 avec la mise en vente libre des seringues, l'expérimentation des programmes d'échange de seringues, et puis là où on se dote d'outils d'observation pérennes et capables de donner des tendances à partir du milieu des années 90, où il y a eu une accentuation donc, de la réduction des risques, avec notamment la mise en place des traitements substitution, méthadone et buprenorphine au dosage, et de tout le dispositif de réduction des risques, notamment qui sera acté par la loi de 2005, avec la reconnaissance officielle dans la loi en France, dans la loi de santé publique, du terme même de réduction des risques, et puis la création, l'officialisation donc des CARUD, centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. L'expertise collective de l'INSERM que je vous présenterai à la fin de mon exposé date de 2010. Alors, rapidement aussi, pour faire le bilan, la question importante est de savoir quelle est la population, l'estimation de 230 000 usagers problématiques de drogue, quelle est la part de cette population couverte par un mode de prise en charge. En sachant que les 3 modes de prise en charge principaux, ce sont les traitements de substitution. Donc on a une estimation environ de 130 000 usagers de drogue qui bénéficieraient d'un traitement de substitution. 90 000 qui seraient vus par des centres de soins spécialisés, dénommés XAPA. Et enfin, 48 000 qui seraient vus par les dispositifs de réduction des risques. Évidemment, il y a des recoupements sur ces 3 champs de prise en charge. Et quand on essaye d'analyser ces recoupements, on obtiendrait une estimation globale d'environ 200 000 usagers problématiques de drogue qui bénéficieraient d'une ou de l'autre de ces formes de prise en charge. En termes de couverture géographique, vous pouvez le voir sur cette carte qui présente donc à la fois la couverture des XAPA, centres spécialisés de traitement, et aussi des dispositifs de réduction des risques, les CARUD. Et vous pouvez voir qu'on a maintenant en France un maillage assez fin, quand on regarde à l'échelle départementale, globalement de ce dispositif de réduction des risques. Troisième paramètre important, l'estimation qu'on avait pu réaliser dans le cadre de l'expertise collective de l'INSERM du nombre de seringues distribuées. Donc avec les différents modes de distribution, que ce soit en pharmacie ou par les équipes de réduction des risques ou les automates. On obtient une estimation pour l'année 2008 d'environ 13,8 millions de seringues, ce qui amènerait, si on rapporte à l'estimation de 80 000 usagers actifs de la voie intraveineuse, à une moyenne environ dans l'année de 170 seringues. Alors c'est intéressant d'essayer de positionner alors très réducteur, mais cet état des lieux du dispositif de réduction des risques français à l'échelle européenne. Je le ferai à travers les 2 indicateurs sur lesquels ceci est possible, à savoir la couverture en traitement de substitution de la population cible, entre guillemets, et également des distributions de matériel stérile. Sur le premier, sur les traitements de substitution, vous pouvez voir qu'avec une couverture d'environ 1 usager problématique sur 2, on peut dire qu'en France, on a une couverture des traitements de substitution qui est à un haut niveau à l'échelle européenne. En matière de distribution de seringues, même si les données là sont beaucoup plus fragiles, en plus vous pouvez voir que tous les pays ne disposent pas de ce type d'estimation, on peut quand même estimer qu'on a aussi une couverture en France qui se situe à un bon niveau dans le concert européen. J'en viens à la troisième partie du bilan qui est l'évolution des dommages liés aux usages de drogue. Donc là, je vais aussi être très rapide et réducteur et traiter que 4 ou 5 indicateurs. Le premier est celui des prises de risque, notamment l'injection.
Alors, quand on met ensemble toutes les sources disponibles, avec principalement, sans rentrer dans les détails méthodologiques de ces différentes enquêtes, mais sur la première ligne, plutôt de couleur bleue, ce sont plutôt des sources d'information et des enquêtes dans le milieu des centres de soins spécialisés, alors qu'en orange ou rouge, on est plutôt sur des sources d'information dans le dispositif de réduction des risques. Mais en termes d'évolution, vous pouvez voir qu'on peut quand même conclure à une diminution au cours de la période nette du taux de prévalence de l'injection à travers ces sources. Sur les décès, et je voudrais attirer l'attention sur cette courbe, parce que je pense que c'est sans doute une des conséquences, alors c'est un des indicateurs clés européens sur les conséquences liées aux usages de drogue, et celui qui me semble finalement le plus sous-estimé ou sous-commenté dans le concert actuel. Parce que j'ai rajouté, donc, par rapport à l'expertise collective de l'INSERM, le dernier point qui concerne l'année 2008. Je vous présente brièvement cette courbe. Il y a sur cette courbe les 3 sources d'informations disponibles. En vert, ce sont les décès observés par les services de police, qui était la source traditionnellement utilisée dans les années 80-90. En rouge, c'est les certificats de décès, donc de l'INSERM, qui est l'indicateur clé et standard européen, avec donc la sélection de la nomenclature fixée par l'Observatoire européen. Et en violet, les observations des laboratoires de toxicologie. Donc l'indicateur principal au jour d'aujourd'hui, dans le concert européen, est comparable, c'est la courbe rouge. Et vous pouvez voir qu'effectivement, si on a pu dire qu'après le milieu des années 90, on avait eu une diminution extrêmement importante des décès, il semble, et c'est confirmé par les données de la dernière année, que depuis 5 ans, on a quand même une augmentation très significative du nombre de décès liés aux usages de drogue. Dans une perspective de prolongation de cette courbe rouge, on peut penser qu'en 2010, c'est-à-dire au jour où je parle, 2011, nous ayons atteint par cet indicateur le même niveau que celui du milieu des années 90. En matière de VIH, la tendance, si on met bout à bout l'ensemble des sources disponibles, on voit que se dégage une tendance très nettement orientée à la baisse sur la période. En matière de VHC, cette courbe montre à la fois qu'en France, on reste à un très haut niveau de prévalence du VHC, sachant qu'en dehors de l'enquête Coquelicot, point vert sur ce graphique, toutes les autres sources travaillent sur la prévalence déclarée, donc une sous-estimation extrêmement importante. Mais ce qui est important, c'est la tendance. Donc très haut niveau de prévalence du VHC en France, comme dans la plupart des pays européens, mais semble se dessiner ces dernières années une diminution de cette prévalence du VHC. J'en viens donc à l'expertise INSERM. Donc l'expertise INSERM, juste un mot sur qu'est-ce qu'une expertise de l'INSERM. Je dirais, en étant très schématique, à retenir 2 adjectifs. C'est une expertise collective, donc une dimension collective, puisqu'à la base, il y a un groupe d'experts pluridisciplinaires. Et puis, je dirais, une analyse systématique de l'ensemble de la littérature scientifique. Donc là, on n'est pas dans une démarche de bonne foi ou de mauvaise foi d'instrumentalisation des études, où on a, disons, une évidence qu'on veut démontrer ou une idéologie qu'on veut appuyer, et on va piocher dans les études ce qui peut documenter notre point de vue, mais bien une confrontation et une analyse de l'ensemble de la littérature scientifique, et en plus, après un travail de discussion et dégagement d'un consensus par rapport au groupe pluridisciplinaire des experts. Alors, je vais donc très brièvement vous présenter les grands volets des recommandations de l'expertise, donc l'aboutissement du travail, en sachant que dans le rapport, on a tenu quand même à mettre en avant un certain nombre de remarques préliminaires, notamment celle-ci, c'est qu'il nous semble important de bien préciser que la stratégie de RDR en France ne pouvait pas à elle seule tout résoudre, et que notamment elle doit pouvoir s'appuyer
s'intégrer dans une stratégie globale de prise en charge des addictions, et puis surtout s'appuyer sur des politiques plus générales de réduction des inégalités sociales de santé. Et notamment, c'était par rapport à deux questions fondamentales qui nous ont quand même beaucoup occupés, à savoir la question de la comorbidité psychiatrique et la question de la précarité sociale. Est-ce que c'est dans le cadre de la stratégie de réduction des risques que nous pouvons régler des problèmes beaucoup plus généraux? On pense que c'est plutôt dans le cadre d'une politique plus structurelle de prise en charge, de prise en compte de la précarité sociale ou la question générale du traitement de la comorbidité psychiatrique. Alors, les recommandations de l'expertise collective de l'INSERM, il y avait une vingtaine de recommandations détaillées. Une seule a été débattue, et d'ailleurs partiellement, c'est celle concernant les salles d'injection supervisées. 20 recommandations qui s'inscrivaient en cohérence autour de 5 chapitres. Je ne développerai que les 4 premiers, je passerai donc le développement des recherches. Ok. Alors le premier, donc je ne vais pas évidemment vous les développer les 20, je vais accentuer un certain nombre de choses. Le premier, c'était inscrire la réduction des risques dans une stratégie sanitaire, dans une stratégie plus globale. Donc ça, c'était basé sur le fait qu'on a travaillé dans une vision gradualiste de la réduction des risques, avec la mise en avant d'une idée de réponse individualisée. Donc la réduction des risques, une palette diversifiée de dispositifs, avec la notion de seuil d'exigence en fonction effectivement du parcours de l'usager, avec un seuil d'exigence qui peut être de nul à extrêmement exigeant. Et que la réduction des risques devait s'intégrer et ne pas s'opposer au traitement et notamment à l'abstinence. Donc promouvoir cohérence et articulation des différentes politiques publiques, sanitaires et sociales, renforcer les liens entre différents programmes et sensibiliser la notion de culture commune, former et coordonner les différents acteurs, y compris d'ailleurs dans le champ de l'application de la loi. Après, il y avait un deuxième volet qui était sur renforcer l'existant, donc partant du fait que le bilan était quand même relativement, on pouvait dire globalement positif, mais qu'il avait même dans son dispositif actuel des lacunes, donc renforcer l'existant et l'adapter aux évolutions. Le renforcer en termes d'accessibilité, pour vous donner un exemple, la question du parc des automates vieilli, donc à renouveler. Également renforcer la question du dépistage des maladies infectieuses, de la prise en charge multidisciplinaire, avec la proposition, par exemple, de mettre en place un centre de consultation ambulatoire rattaché à un XAPA dans chaque département. Et également adapter, dans le sens de mettre en œuvre de nouveaux outils ou stratégies par rapport à l'évolution des usages. Deux exemples, l'évolution des usages de crack, l'émergence des usages de crack, ou la question de l'injection de la buprenorphine. Troisième chapitre était celui de renforcer la RDR à certaines populations cibles, à savoir les détenus, les jeunes précaires, les migrants, les femmes et les usagers en problème avec l'alcool. Alors, j'illustrerai très rapidement juste la question des détenus. Là, il s'agit, dans le cadre de l'expertise, la proposition était carrément de définir une politique de soins et de réduction des risques en milieu pénitentiaire, et je dirais que pour nous, c'était presque une priorité qui se dégageait très forte compte tenu de l'immense besoin en la matière, et de l'absence quasi totale de politique de réduction des risques en milieu carcéral. Un projet thérapeutique sur les idées suivantes, un projet thérapeutique pour chaque détenu, le principe de l'OMS, à savoir équité d'accès aux soins et aux mesures de réduction des risques entre prison et milieu libre, des actions de formation des personnels soignants, mais aussi des autres catégories de personnel, et une amélioration des stratégies de dépistage des affections virales.
Quatrième chapitre des recommandations de l'expertise collective de l'INSERM, élargir la palette des mesures et des approches. Donc vous voyez, en cohérence avec l'idée de renforcer l'existant, mais il faut aussi, et ça a été évoqué ce matin également, la notion d'avoir la palette la plus riche et la plus diversifiée possible. Donc, par exemple, la prévention du passage à l'injection et la promotion des modes d'administration à moindre risque, mais aussi d'autres options thérapeutiques dans le cadre des traitements de substitution aux opiacés, comme la méthadone en médecine de ville, revoir les dosages de buprenorphine pour certains usagers, l'éventuelle ouverture de programmes d'héroïne médicalisés. Également les missions de médiation, et c'est dans ce chapitre que l'expertise INSERM proposait aussi l'utilisation dans cette palette de centres d'injection supervisés qui étaient très largement débattus. Voilà, j'en viens à ma conclusion, et pour ma conclusion, je voudrais mettre en exergue un paragraphe introductif à l'expertise collective de l'INSERM. À quoi sert une expertise collective ? Elle est réalisée à la demande d'institutions, en l'occurrence c'était la ministre de la Santé, souhaitant disposer de données récentes issues de la recherche, utiles à leur processus de décision. Elle doit être considérée comme une étape initiale, nécessaire mais le plus souvent non suffisante pour aboutir aux prises de décision. Alors si j'ai surligné en rouge la notion de souvent non suffisante, c'est que je crois que cette expertise en est une claire illustration. En juillet 2010, l'expertise a été remise à la ministre de la Santé et l'expertise a été rendue publique. En août 2010, il y a eu, comme vous le savez, une polémique sur les salles de consommation. Et depuis, le trou noir. On peut dire qu'en termes de politique publique, la réduction des risques, la politique publique en matière de réduction des risques a fait pause sur image. Alors évidemment, vous êtes tous dans cette salle, on ne peut pas dire que la réduction des risques soit en panne en France, parce qu'il y a les acteurs, et que les acteurs continuent à travailler, mais il n'y a plus d'impulsion, en tout cas plus d'orientation sur la question de la réduction des risques. Et la conclusion, c'est que si, au moment de l'expertise collective de l'INSERM, en 2010, à savoir sur des données principalement qui allaient jusqu'à 2008-2009, on pouvait en tirer un bilan globalement positif. La France n'avait pas à rougir de ce qu'elle avait fait en matière de réduction des risques. Il faudrait surveiller si cette panne et cette mise en pause n'a pas des conséquences dommageables sur l'évolution de la situation épidémiologique. Je vous remercie pour votre attention.